Ça fait un bon moment que je suis en train de le moment Chanel là, j'ai installé le moment Chanel là et puis installé tout pour D'accord. Alors, je voudrais intervenir par. Bon, moi, je pense que vraiment l'opposition n'a pas envie d'aller aux élections. Voilà. Et qu'on voit ça visiblement. Aujourd'hui, si vous voyez que l'opposition vraiment peut boycotter la CI, c'est que vraiment ils voient leur défaite déjà. Voilà. Si vraiment l'opposition était sûre d'elle-même, était sûre qu'ils allaient remporter les élections en Côte d'Ivoire, qu'ils étaient en position de force, ils n'allaient pas boycotter la CI. Parce qu'ils savaient que ce n'est pas la CI. Hein? Ils votent à la place du peuple. Ils savaient que c'est le peuple qui va voter. Et la CI, seulement eux, ils font les comptes. Voter à la place des citoyens. Et aujourd'hui, ils sont convaincus, même l'opposition même est convaincue que le peuple de Côte d'Ivoire est derrière le président Alassane Ouattara et le RHDP. Parce que c'est aujourd'hui le président Alassane Ouattara qui a bâti cette nation et que les Ivoiriens ne sont pas aveugles. Et les Ivoiriens ne sont pas dupes. Donc, il y a de l'opposition aujourd'hui. Sinon, cette CEI-là, vraiment, ça a été touché, comme il a dit. Ça a été touché et vraiment l'opposition a participé à l'élaboration ou à la mise en place de cette CI-là. Alors moi je ne vois pas le problème qu'il peut avoir qu'on ne puisse pas aller aux élections avec cette CI. Voilà. Et moi ce qui est marrant dans cette chose quand même, il faut être honnête, mais c'est pas la CI de 2015. 2015, Afi Nguessan est parti, le premier ministre Afi Nguessan est parti aux élections. Il n'a pas fait de ça un problème. Ils sont allés aux élections. Alors, donc Afi Nguessan, lui, c'est pas un opposant. Il a été opposant. Et même, il a félicité le président Alassane Ouattara en 2015. Alors, moi, je ne vois pas aujourd'hui où est le problème, où est situé le problème. Alors que l'opposition excuse le peuple. Parce que aujourd'hui, là, le peuple n'a pas qu'à faire à la CI. On veut avancer. On a beaucoup de choses vraiment à mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des emplois, de l'emploi des jeunes. Nous sommes en train de parler du développement. Il y a plein de choses à faire. Et nous n'allons pas traîner sur la CI quand même. Donc, vraiment, moi je pense que c'est parce que l'opposition aujourd'hui est convaincue qu'eux-mêmes, ils ne peuvent même pas faire le poids. Voilà pourquoi ils dandinent encore sur la CI. Voilà. Sinon, dans aucun pays. Allô? Oui, vas-y. Voilà. Sinon, dans aucun pays, la CI est citoyen. Voilà. Et si vous vous rappelez, quand le président Alassane Ouattara est parti aux élections au Babo, mais il n'a pas fait de la CI un problème. Voilà. Les gens ils ont trouvé un consensus tout et tout. Ils ont déposé une CI avec pas en place. Ils sont allés aux élections. Et le peuple a choisi clairement. Le peuple a fait savoir son choix. Alors, moi, je ne vois pas réellement le problème de l'opposition, de cette opposition. Si vous voyez aujourd'hui que cette opposition, même jusqu'à présent, ils ne sont pas capables de mettre un programme viable qui puisse vraiment arranger la population, c'est parce que il n'y a rien. Et on voit dans leur jeu clairement. C'est ça leur problème là. Voilà pourquoi il y a un, quand tu dis son nom, il dit le pays va brûler. Quand tu dis son nom, il dit le pays va brûler. Voilà, donc lui, son souhait, le pays n'a qu'à brûler. Voilà, lui, c'est son programme de gouvernance. Le programme de gouvernance Bon, le programme de gouvernance de Bédier, c'est ivoirité et malien. Ils traitent ses concitoyens des Maliens, des Burkinabés, des trucs. Voilà, c'est leur programme.
Oui. Donc, si vous voyez que vraiment l'opposition est en train de vraiment faire barrage pour ne pas aller aux élections, ils sont en train de prendre la CI comme une barrière, c'est parce qu'ils ont peur. Voilà, il faut les comprendre, ils ont peur parce qu'ils ne font pas le poids. Voilà. Donc, c'était là ma petite intervention. Parce que Voilà, si juste. cette CI a trop duré, on a d'autres choses à faire. On a d'autres choses à faire. Voilà. Bon, merci beaucoup, merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup, grand frère, merci beaucoup, grand frère, pour ton intervention. Merci au grand frère Adomada de Londres pour son intervention. Et puis, je te dis aussi merci pour tout le combat aussi que tu mènes pour le RHDP. Je te suis de près, je vois tout ce que tu fais. Franchement, grand frère, tu es un exemple, tu es un modèle et tu n'abandonnes pas. Et ça, vraiment, je suis vraiment reconnaissant. Et tu inspires, tu nous inspires, nous, tes petits frères. Vraiment, félicitations, grand frère. Chapeau pour ce que tu fais depuis Londres. Vraiment, chapeau, grand frère. Merci à vous tous. Merci, merci. Alors, nous sommes toujours à votre disposition. Nous sommes toujours, le téléphone il est toujours ouvert. Vous m'envoyez un message, je vous rappelle. Pour ceux qui connaissent le numéro, il n'y a pas de souci. Mais il y a un fait que je voulais relever. Je pense qu'il revient dans plusieurs interventions. Et il y a un fait que je voulais relever qui revient dans plusieurs interventions. C'est au sujet du fait que, selon les dits ici, l'opposition ne voudrait pas aller aux élections. C'est-à-dire, selon ce qu'on dit, la stratégie qu'ils emploient, c'est de faire tout pour ne pas aller aux élections. C'est-à-dire, c'est la politique de l'Autriche. C'est-à-dire, un pas en avant, deux pas en arrière. Trouver des boucs et mystères. Voilà, trouver des prétextes. Quand des prétextes, hein, quand un prétexte, quand on trouve des prétextes, on trouve des prétextes qui ne sont pas dans leur contexte, hein, un prétexte qui ne tient pas, qui n'est pas dans son contexte, vous voyez déjà ce que ça veut dire. Vous voyez ce que ça veut dire. Mais je me pose la question, comment peut-on décider quand des gens décident d'être président de la République d'un pays, quand les gens décident de dire qu'ils vont gouverner un pays, quand des gens décident qu'ils disent qu'ils vont aller aujourd'hui, ça dit dans tel ou tel temps, je vais être président de la République d'un pays, de la Côte d'Ivoire. Et puis en même temps, ces personnes décident en même temps de boycotter toute la stratégie électorale autour et met en place des stratégies pour ne pas aller aux élections. À votre avis, quelqu'un qui dit je vais être président de la République et on met à la place des machines pour que les Ivoiriens puissent lui faire confiance, pour lui confier la destinée du pays. Mais il fait tout pour ne pas aller aux élections. Ça veut dire que quelque part, il a un agenda caché. Lui, il veut être président de la République, mais pas forcément par rapport aux élections. Pas en passant par des élections. C'est ce que je peux conclure. C'est la conclusion qu'on peut tirer. Lui, il veut être président de la République, ou bien ils ont décidé d'être président de la République, mais pas en passant par les élections. Ils savent ce qu'ils sont en train de préparer. Ils savent leur agenda secret. Ils ont des ambitions. Ils ont un organigramme, ils ont un calendrier caché quelque part. Mais le plus important, ils doivent savoir qu'en face aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, à la tête de l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui se trouve un homme, président de la République de Côte d'Ivoire. À la tête du pays aujourd'hui se trouve un garçon de chez garçon. Quelqu'un qui a prouvé ça dit qui a prouvé qu'on pouvait lui faire confiance. Quelqu'un pour qui le mot confiance a un sens. Quelqu'un pour qui le mot confiance a un sens. Et qui a prouvé depuis qu'il est là, depuis qu'il est au pouvoir, à chaque fois qu'il nous parle, à chaque fois qu'il s'adresse aux Ivoiriens, c'est le même mot qui revient. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Le président de la République et son gouvernement et son ministre d'État, son vaillant ministre d'État que je vais saluer ici au travers de ce direct, le ministre d'État Ahmed Baraïko, a déjoué plus de 100 coups d'État. Depuis que le président de la République est au pouvoir là, c'est plus de 100 coups d'État qui ont été déjoués. Je pense bien, mais plus de 100 qui ont été déjoués par le pouvoir en place. Mais ça, là, on ne sait pas. Il n'y a pas de grand bruit. On ne fait pas tapage autour. Parce que quelque chose qui a été déjoué, là, est-ce qu'on a besoin de faire tapage? Quelque chose que tu moyen. Tu ne fais pas tapage, tu les regardes. Quelqu'un, vous mettez, vous mettez une souris dans un seau.
Je ne sais pas souvent si vous remarquez. Souvent, tu rentres dans la cuisine, tu vois qu'il y a une souris qui est dans la cuisine. Hein? Bon, on voit ça ici. Hein? Il y a une souris qui est dans la cuisine et puis tu vois la souris, elle rentre dans un seau. Mais est-ce que vous avez une fois vu une souris qui est dans un seau? Est-ce que vous avez vu comment la souris court dans le seau? La souris là, quand elle court là, et puis elle court, pense pas qu'elle va s'en sortir. Hein? Elle fait le tour. Le tour du seau. Elle fait le tour du seau. Elle fait le tour du seau. Elle fait ça, on dit tu cours dans seau, mon petit, tu cours dans marmite. Mon petit, tu cours dans seau, tu cours dans marmite. Hein? Tu cours dans seau. C'est ça qui est aujourd'hui l'opposition en face. C'est les personnes qui courent dans seau. Ils sont en train de courir dans seau. Sinon, ils ont tenté, par plusieurs reprises, ils ont tenté, par plusieurs manières, ils ont tenté. Parce qu'une opposition qui ne veut pas aller aux élections, c'est une opposition qui veut aller prendre le pouvoir par un coup d'État. C'est une opposition qui veut prendre le pouvoir par la force. C'est une opposition qui veut prendre le pouvoir par les soulèvements populaires. Et c'est ça leurs ambitions. L'ambition cachée, c'est ça. Je pèse mes mots, je le dis, je l'assume. C'est ça l'ambition. Sinon, tu dis que le président actuel est vomi par les Ivoiriens. Le président actuel n'est pas aimé par les Ivoiriens. Le président actuel ne travaille pas pour les Ivoiriens. Le président actuel ne fait plus rien. Les Ivoiriens l'ont vomi dans leur majorité et que c'est toi qu'on veut voter et que c'est vous qui veulent suivre et que les gens se cachent la nuit pour vous appeler et que les gens se cachent parce qu'ils veulent venir à vous tout et tout. Tout ça, vous le dites tout le temps sur tous les ondes, sur les chaînes étrangères, dans les hôtels un peu partout, dans tout le monde entier. Ça, on est d'accord. Maintenant, on met en place des élections. On met en place une structure, on met en place une organisation pour que tu ailles dévorer ces Ivoiriens qui appellent la nuit, pour te dire que tu seras le prochain futur président de la République là. On met en place des structures pour que tu puisses aller devant eux, pour qu'eux ils puissent te voter pour que tu sois le président de la République. Mais tu t'arranges à ne pas aller aux élections. Tu fais tout pour ne pas aller aux élections. Tu fais tout pour ne pas arriver à là. Champion, c'est que tu as un autre projet. Champion, c'est que tu as un autre projet. Champion, c'est que tu as d'autres ambitions. Champion, c'est que tu n'as pas de programme de gouvernement. Et c'est ce qu'a dit tout à l'heure le grand frère Domanet de London. Comment un programme de gouvernement d'un intellectuel, de quelqu'un qui va être président de la République de Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a, selon lui, occupé de hautes fonctions dans l'État de Côte d'Ivoire, sa seule parole à chaque fois, c'est que le pays sera embrasé. Le pays va brûler. Le pays va ainsi de suite. Mais diandre, où allons-nous? Où allons-nous? Pour aller aux élections, le pays n'a pas besoin de brûler. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas la CEI qui vote. La CEI ne vote pas. Ce n'est pas la CEI qui gagne les élections. La CEI, là, c'est une structure qui est là, occupée par des personnalités, des hommes de confiance. Et puis d'ailleurs, cette CEI qui a été mise en place, voyez un peu la malhonnêteté des hommes. Le téléphone est ouvert. Vous pouvez participer au débat, vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer des messages. Et je vous rappelle, et rapidement, vous allez participer au débat. Non, le téléphone, il est toujours ouvert. Le téléphone, il est toujours ouvert. Le téléphone, il est toujours ouvert. Alors, ok, nous avez un auditeur un follower qui veut appeler. Voilà, un follower qui va appeler, on laisse la place. C'est vous qui avez, en fait, notre priorité c'est vous. Voilà, notre priorité c'est vous. Oui, allô? Oui. Bonsoir. Allô? Ça va? Oui, ça va, vous êtes en direct, vous pouvez parler. Ok, je suis en direct, d'accord. Bonsoir à tous les followers. C'est encore un plaisir pour moi de te retrouver ce soir. Et de retrouver tout le monde ce soir. C'est clair. D'accord. Ok. Je vais d'abord me prononcer sur le cas de la CEI. Et puis je reviendrai plus tard me prononcer sur les autres parties du sujet du jour. Effectivement. Bon, concernant la CEI, il faut d'abord dire que les opposants jouent un peu sur un fait, ils jouent un peu sur un paramètre, n'est-ce pas, qui est la configuration actuelle de la population ivoirienne. Aujourd'hui, les statistiques ont montré que environ 70% de la population ivoirienne a moins de 35 ans. Et quand nous remontons aux années médiées, c'est-à-dire 25 à 26 ans en arrière, on se rend compte qu'à cette époque-là, pas mal avaient moins de 10 ans ou 10 ans de plus. Et donc, un grand nombre donc, de cette partie, n'est-ce pas, de la jeunesse ivoirienne, n'est pas contemporaine des méfaits,
n'est-ce pas, de la gouvernance, pendant la gouvernance de Bédié, et même de Gbagbo aussi. Donc ils en profitent. Ils en profitent pour faire comme s'ils sont blancs comme neige, comme s'ils ont toujours été des personnes, des politiciens réglo, et que ce sont les autres qui ne sont pas sérieux, ce sont les autres en qui on ne doit pas avoir confiance. Alors, je m'explique. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a une commission électorale indépendante à Côte d'Ivoire? Nous ne sommes pas partis d'une commission électorale indépendante. Il y avait d'abord le ministère de l'Intérieur au temps du PDCI. Quand Houphouët-Boigny est parti, Arikona Abédié a pris donc la relève et il a continué. C'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Et Arikona Abédié, donc, pour se mettre en place, pour se maintenir donc au pouvoir, avait renforcé donc son système, le système qu'ils appelaient à l'époque la machine électorale, dirigée par Bombay, avec donc les Hippo-Lago et donc cette clique du PDCI qui avait donc voulu, n'est-ce pas, se maintenir au pouvoir et continuer à gouverner. Et donc déjà, cette machine étant mise en place, il était impossible de battre le PDCI à l'époque. Ce qui a amené Gbagbo à ne pas aller aux élections en 1995, parce qu'il savait qu'il allait perdre en 1995. Il a fait croire que comme Alassane Ouattara ne pouvait pas être candidat, alors donc lui il boycottait les élections de 1995. Mais parce qu'il savait que le système électoral qui avait été mis en place par Arikona Bédié, il est bombé et tout ça, Gbagbo savait qu'il n'allait pas pouvoir gagner les élections. Donc pour ne pas avoir honte, il a préféré ne pas aller aux élections, prétextant être solidaire d'Alassane Ouattara, opposant à l'époque. Alors, Arikona Bédié allait aux élections avec voté quelques candidat tocard et finalement il a gagné les élections comme prévu. Alors, à la faveur du coup d'État, il a fallu maintenant remettre tout à plat. Alors, quand on a remis tout à plat, il a été question maintenant de créer, c'est là qu'on a créé la Commission nationale électorale. Donc, il y a d'abord eu la commission qui a été une étape transitoire avant qu'on en arrive à la commission électorale indépendante. La commission nationale électorale était dirigée par Honoré Bié. Et donc, il y a cette commission-là qui a été mise en place de commun accord avec les acteurs politiques. Et encore là, Bédié et Ado n'ont pu être candidats en 2000. Mais quand bien même cette commission a été mise en place avec la bénédiction de Guy et de Gbagbo, mais cela n'a pas empêché qu'en 2000, il y ait des troubles et il y ait des morts. Cela n'a pas empêché qu'en 2000, Honoré qui est président de la Commission nationale électorale à l'époque, cela n'a pas empêché qu'il ait été séquestré par les militaires. On a vu les militaires venir le saisir par la ceinture du pantalon, le transporter. On a vu toutes les brimades que la CEI a subies. Mais qu'est-ce qui s'était passé en fait? Je vous explique. Qu'est-ce qui s'était passé en 2000? La Commission nationale électorale est le seul organe qui est le détenteur exclusif de la compilation des résultats pendant le vote. Aucune autre structure n'est censée avoir les résultats compilés par la CEI. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2000? En 2000, Gbagbo avait mis en place une équipe d'informaticiens avec donc de ces militants qui étaient en connexion avec la Commission nationale électorale. Et donc, pendant que les résultats étaient compilés, ces résultats étaient transmis à la cellule du FPI qui, elle, à son tour, balançait sur Internet les résultats. Donc, la procédure n'a pas été respectée. Donc, il y a eu une fuite d'informations pendant les élections, ce qui n'est pas normal. Et donc, du coup, ça a alerté donc, la junte militaire qui n'a donc pas apprécié ce comportement et ils ont trouvé que, bien sûr, le président de la commission était complice de cette fuite de résultats. Et donc, c'est sur la base des fuites d'informations que Gbagbo
s'est déclaré vainqueur. Mhm. Avant même que la commission ne se prononce, avant même que la Cour constitutionnelle ne dise que Gbagbo est président de la République Côte d'Ivoire. C'est depuis sa cachette que Gbagbo a dit à partir d'aujourd'hui, c'est moi le président de la République Côte d'Ivoire. Donc il y a eu des troubles en 2000. Il n'y avait pas de Youssouf Bakayoko en 2000. Il n'y avait pas de Bamba en 2000. Mais il y a eu quand même des troubles en Côte d'Ivoire à la suite de ces élections-là. Alors, on sort de là, on dit bon, on avait une commission nationale électorale. Maintenant, on va changer le nom, on va changer donc le terme pour, n'est-ce pas, créer la commission électorale indépendante. Donc, on met maintenant la notion d'indépendance là-dedans, c'est disant que c'est ça qui la rendra la plus indépendante possible. Bon, c'est de bonne guerre. Et là, on reconstitue une nouvelle commission électorale après la crise de 2002. Youssouf Bakayoko est élu à la tête de cette commission-là. Et bien avant Youssouf Bakayoko, il y a eu Begré Mambé. Alors, Begré Mambé a été mis à la tête de la commission électorale indépendante. Le FPI, voyant que Begré Mambé n'était pas quelqu'un qu'il pouvait manipuler, sont allés donc l'accuser de faux, alors que c'était du faux, pour éjecter Mambé. On n'était même pas encore allé aux élections quand Begré Mambé a été éjecté. Qu'est-ce qu'on lui reprochait? Pourquoi est-ce que ses opposants voient toujours d'un mauvais œil les personnes qui ne sont pas manipulables, pour ne pas dire des personnes qui ne sont pas de leur bord? Donc le pauvre Begré Mambé est parti. Alors on fait venir Youssouf Bakayoko qui est un cadre du PDCI, mais à cause de quelques accointances de Youssouf Bakayoko, entre Youssouf Bakayoko et Gbagbo, Gbagbo s'est dit que non, Youssouf Bakayoko sera facilement manipulable. Donc c'est ce qui a milité en faveur de son maintien à la tête de la CEI jusqu'à ce qu'on aille aux élections de 2010. On finit les élections de 2010, Gbagbo ne reconnaît pas sa victoire, la CEI devient un problème. Mais la même CEI en 2000 là, était aussi devenue un problème pour la junte militaire qui avait perdu les élections face à lui. Donc ces deux faits déjà nous amènent à dire que ce n'est pas la CEI en elle-même qui pose problème, mais ce sont les mauvais perdants qui posent problème en Côte d'Ivoire. Alors, du coup, la tête de Youssouf Bakayoko est mise à prix. Alors, on va taper sur tous les toits. On va aller donc à la Cour africaine des droits de l'homme pour demander de reconstituer la CEI. Le vrai but de la reconstitution de la CEI en Côte d'Ivoire, c'était simplement d'avoir la tête de Youssouf Bakayoko, c'est tout. On ne peut pas réinventer le couteau à couper le beurre. Une CEI telle qu'elle est configurée, dans ses organes, dans son fonctionnement, c'est pratiquement pareil dans tous les pays du monde. On ne peut pas réinventer une autre CEI, un autre fonctionnement. C'est seulement la tête de Youssouf Bakayoko qui est réclamée. Ils ont eu la tête de Youssouf Bakayoko, ils veulent maintenant avoir le contrôle de la commission électorale indépendante. Et donc ce contrôle leur ayant échappé, ces gens maintenant sont en train de qualifier cette commission électorale indépendante comme celle-là qui va brûler la Côte d'Ivoire. Mais moi ça me fait rire quand les mêmes qui disent que la Côte d'Ivoire va brûler tiennent à la fois l'essence et la boîte d'allumettes en main. Je me demande bien qui ils sont en train d'accuser. Ils s'accusent eux-mêmes. Ce sont eux qui veulent brûler la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas dire qu'un pays va brûler pendant que tu tiens les instruments qui doivent brûler le pays. Donc, ce ne sont que des arguments fallacieux parce que ces gens veulent d'abord avoir le contrôle de la CEI avant d'aller aux élections. Mais est-ce que c'est ce que la Cour africaine des droits de l'homme a dit? Et quand on rejette une CEI, mais venez avec un schéma, venez avec une proposition d'un schéma d'une CEI, n'est-ce pas, qui pour vous serait la plus parfaite. Mais vous ne présentez pas, n'est-ce pas, une CEI, vous ne présentez pas un format d'une CEI qui serait la plus parfaite. La Cour africaine des droits de l'homme ne nous a pas donné un schéma directeur d'une commission électorale indépendante, parce que si c'est le cas, ce serait fait d'une pierre deux coups, ce serait fait par deux poids, deux mesures.
Parce que cette même Cour africaine des droits de l'homme, elle est là pour tous les pays, elle n'est pas là que pour la Côte d'Ivoire. Alors pourquoi la Cour africaine des droits de l'homme va nous imposer un schéma directeur en Côte d'Ivoire et ne le ferait pas pour le Mali, pour le Cameroun, pour le Bénin ou pour tout autre pays? Et pourquoi c'est en Côte d'Ivoire qu'elle va nous imposer un schéma directeur? Donc pour dire qu'il n'y a pas un format qui a été imposé à la CEI, c'est seulement l'esprit, n'est-ce pas, de consensus qui prévaut. Et quand on parle de consensus, ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord à 100% pour une CEI, c'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord à 100%, on peut être d'accord à 80%, on peut être d'accord à 70%, mais l'essentiel qu'on est d'accord à plus de 50% pour une CEI, donc déjà on tend vers un consensus. L'œuvre humaine n'est pas parfaite, donc on ne trouvera jamais une commission électorale qui fait à 100% l'unanimité, c'est pas possible. Donc on se conforme à ce que la majorité aura décidé et on y va avec. Pour les élections de 2010, on avait combien? On avait près de 14 candidats. Mais est-ce que tous les 14 candidats avaient leur représentant à la CEI? Non, je ne pense pas. Donc, tous les 14 n'avaient pas leur représentant à la CEI. Mais quand nous avons passé le premier tour des élections, mais ceux qui ont perdu au premier tour, qui n'ont pas pu aller au deuxième tour, mais on n'a vu personne en train de se plaindre que la CEI les a volés. Tous ont accepté le résultat et on allait tranquillement au deuxième tour. Mais pourquoi est-ce que c'est au deuxième tour que la CEI ne serait pas bonne alors que déjà au premier tour, la CEI a fait son travail, chacun a accepté le résultat? Donc aujourd'hui, le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème de commission électorale indépendante, c'est un problème de mauvaise foi de l'opposition. C'est ça, ce n'est que ça, il n'y a rien d'autre. Ce n'est qu'un problème de mauvaise foi de l'opposition qui tient coûte que coûte à prendre le contrôle de la commission électorale indépendante. Sinon, ces gens ne peuvent jamais apporter la preuve. Je les mets au défi qui nous expliquent de quelle manière, par quel processus cette CEI-là n'est pas transparente. Ou s'il y a un partisan de cette opposition-là qui se dirait, qui vient nous dire en quoi est-ce que cette CEI-là n'est pas parfaite, en quoi est-ce qu'elle va brûler le pays. On demande aujourd'hui, il y a près de 550 représentants de la CEI nationale. C'est-à-dire qu'il y a 550 bureaux nationaux qui seront installés. Ça veut dire que pour chaque parti politique, il faut avoir au moins 550 personnes qui vont les représenter dans ces différents bureaux. Mais c'est à cela qu'il faut travailler. C'est à cela qu'il faut travailler. Le RHDP est le seul parti aujourd'hui représenté dans tous les centimètres carrés de la Côte d'Ivoire. Donc le RHDP est le seul parti aujourd'hui capable d'avoir des représentants dignes de ce nom dans tous les 550 bureaux de vote aujourd'hui, les 550 bureaux locaux de la CEI. Mais à part le RHDP, qu'on me dise quel autre parti peut être représenté sur toutes les bandes du territoire, il n'y en a pas. Donc ces gens ont déjà un handicap pour aller aux élections. Ils sont déjà handicapés, ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir des représentants partout en Côte d'Ivoire. Et donc, comme ils ne peuvent pas avoir des représentants partout en Côte d'Ivoire, ils n'auront pas l'œil sur une bonne partie du pays. Et donc, comme ils n'auront pas l'œil sur une bonne partie du pays, il faut donc prendre le contrôle de la CEI et en faire ce qu'on veut, tripatuer les résultats comme on veut et dire que c'est nous qui avons gagné. C'est aussi simple que ça. Sinon, si on a la force, si on sait qu'on est capable de battre le RHDP, si on sait qu'on a des représentants partout en Côte d'Ivoire et qu'on sait qu'on est capable de battre le RHDP, on n'a pas besoin de taper sur tous les toits. On s'inscrit dans la droite ligne du processus qui est en cours, on envoie ses représentants et puis on avance, on se prépare pour la campagne. Donc ces gens, franchement, n'ont pas la possibilité de battre le RHDP et donc leur seule porte de sortie, sinon leur seule alternative, c'est de torpiller tout le processus qui est en place et faire peur à la population, faire peur à la communauté internationale pour dire qu'il y aura du volcan, il y aura un tremblement de terre en Côte d'Ivoire. Non, ce sont eux qui tremblent, sinon le RHDP ne tremble pas, les Ivoiriens ne tremblent pas. Donc, Ezen, oui, c'est ce que je voulais dire donc, sur le sujet de la CEI. Je reviendrai plus tard pour me prononcer donc, sur la plateforme et bien entendu d'autres sujets. Voilà. merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, quand tu écoutes ce genre d'analyse faite par des professionnels en la matière, des sachants, des connaisseurs, franchement, pour nous jeunes, on se met en même temps, on apprend beaucoup de choses même pendant que nous sommes encore en direct. C'est ça qui est le plus important. Et c'est intéressant. Avec l'intervention du doyen Koulibaly, moi-même j'ai appris beaucoup de choses. Moi-même j'ai compris beaucoup de choses. Le simple exemple qui m'a beaucoup frappé,
le seul président qui m'a beaucoup frappé, il y a deux choses qui m'ont frappé dans tout ce que le doyen il a dit. Il a parlé de beaucoup de choses, mais il y a deux qui m'ont frappé et qui moi-même, je me dis, mais tiens, j'avais pas compris ça comme ça. Tiens, ça m'a échappé. Et c'est pour cela que cette plateforme est née. Cette plateforme est née pour nous permettre d'être équilibrés dans tout ça. On n'a pas dit nous sommes les seuls à avoir. Chacun ne peut pas rester chez lui pour dire, je suis celui-là qui détient la vérité. Chacun d'entre nous, dans chaque maison, en chaque Ivoirien, se trouve une partie de la vérité. Et c'est quand nous nous retrouvons ici ensemble, là, que nous confrontons nos vérités, que nous sortons de là avec la seule vérité, l'unique vérité, la vérité du terrain. Franchement, chapeau doyen pour ton analyse, chapeau pour ton intervention, c'est digne de grandes télévisions du monde. Hein, les France 24, les iTélé, les TV5, je pense que ces plateaux-là méritent que le doyen, nos intervenants ici puissent faire un tour là-bas parce qu'ils n'ont rien à envier à ces consultants-là. Vraiment chapeau. C'est clair. Alors, l'historique de la série a été faite. Vous-même, vous avez vu un peu ce qui s'est passé. Et il y a un mot que le doyen a sorti qui m'a marqué, c'est... Effectivement, en Côte d'Ivoire, nous avons un problème avec les perdants. Il y a quelqu'un qui me disait, il n'y a pas plus qu'une semaine, que je souhaite que, en cette fois-ci, bon, il le disait de manière d'un autre contexte, bien sûr, il le disait que je suppose que cette fois-ci, il y aura passation de charges en Côte d'Ivoire, chez moi en Côte d'Ivoire, dans mon pays. Quand il a dit il y aura passation de charges, je n'ai pas compris ce qu'il veut dire. Je lui ai dit, mais tu veux dire quoi par là? Il m'a dit, mais écoute, chez nous en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu le nouveau président. Cheikh Traoré dit non, même RTI. Vous comprenez ce que Cheikh Traoré vient de dire? Moi, j'ai parlé des chaînes étrangères. Pour ne pas, il dit même la RTI n'a pas ce genre de consultants sur les chaînes. Des consultants qui détiennent l'historique même de la politique en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que vous devez être scotché. C'est pour ça que vous devez ne pas rater une seule émission de la plateforme, la voix du citoyen. Parce que ici, là, non, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Mais ici, les gars. Donc, il m'a dit, il faudrait qu'il y ait passation de charge. Il dit non, mais en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu passation de charge entre l'ancien président et le nouveau président entrant. Donc je suppose que je prie Dieu que cette année-là, il y ait passation de charge. D'abord, ça m'a énervé. Vous savez pourquoi ça m'a énervé qu'il a dit ça? Ça m'a énervé parce que bizarrement, je me suis rendu compte que ce qu'il disait était vrai. Mais ça m'a énervé parce que s'il parle de passation de charge, ça sous-entend que lui, il veut que le président, mon président Alassane Ouattara, parte pour qu'un autre président vienne. Alors que moi, dans mon cas, je n'ai pas encore accepté ça. Voilà pourquoi ça m'a un peu énervé. Ça a attiré mon attention et puis en même temps ça m'a énervé. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc en Côte d'Ivoire, nous avons en face de nous des mauvais perdants. Des gens qui n'acceptent jamais les défaites. Donc le vrai problème, et l'attention qui a été tirée, c'est sur la CEI même la CEI qui est allée pour les élections, qui a vu la victoire du docteur Alassane Ouattara, qui a vu la victoire du docteur Alassane, le candidat du RHDP pour le plan des partis politiques en 2010. Cette CEI-là, c'est cette même CEI-là, effectivement, qui a géré le premier tour. Qui a géré le premier tour. Qui a géré le premier tour. Allô? Oui, allô? Bonsoir, Doyen. Oui, comment vas-tu? Bien, Doyen. Bien. Oui, donc je voulais rentrer dans le vif du sujet par rapport à la commission électorale. Bon, je me dis si effectivement ces partis politiques veulent brouiller effectivement la commission électorale, c'est parce que ce sont des gens qui font une politique faite pour l'oligarchie. Tu comprends? C'est tourné vers. C'est seulement une oligarchie des hommes politiques qui jouissent de cet avantage de la politique ivoirienne. Ils ne se battent pas pour la population. Ils n'ont pas de politique de proximité avec la population. Ce qui fait que, bon, ils se sentent déjà battus. Parce que quand on regarde la politique du président Alassane Ouattara, quand on regarde la politique du RHDP, c'est une politique qui a une mixité avec la population. Elle a une proximité avec la population. Et ceux-là, ils approuvent les jours des élections pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour la population. Mais c'est un travail qui se fait à.
Oui, allô, on avait un souci de réseau, doyen, vous pouvez continuer. Ouais, l'écart qu'il y a entre leur... Quand ils voient l'écart qu'il y a entre leurs visions, n'est-ce pas, et qu'ils peuvent offrir à la population, et ce que le RHDP a déjà fourni depuis sa présence au pouvoir jusqu'à maintenant, ils savent qu'il n'y a pas photo, ils ne peuvent pas atteindre. Donc, ils sont obligés de passer par des boycotts pour pouvoir effectivement avoir ce qu'ils pensent pouvoir avoir. Vous comprenez? C'est une oligarchie qui jouit de ce privilège et qui... S'ils se battaient pour la population, ils auraient donné, on n'a même pas besoin de donner son programme pour être au contact de la population, parce que la population, vous savez le président, comment on appelle l'ex-président Konan Bédié, il ne connaît que Daoukro, Paris, Abidjan. Il ne connaît. Qu'est-ce qui se passe à Bengougou? Il ne saura même pas ce qui se passe. Ça fait combien d'années vous qui êtes à Bengougou? Ça fait combien d'années vous avez vu le président Henri Konan Bédié là-bas? Je me rappelle pas. Vous comprenez? Je me rappelle pas. Depuis votre naissance, même, je ne sais même pas si vous avez entendu qu'il est passé par là. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui s'en fout de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Toi que je m'y mette. C'est ça leur politique. Leur politique n'a rien à voir avec la population. Ça n'a rien. Comme je disais tantôt, ils se battent sur une politique faite pour une oligarchie. Ce n'est pas pour la population. Parce qu'ils ne font pas une politique qui a trait au développement économique et social de la population. Konan Bédié, quand il a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour la société? Babo, qu'est-ce qu'il a fait pour la société, pour le peuple? Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Il n'y a même pas une trace pour qu'on dise voilà ce qu'ils ont essayé de faire pour la population. Et puis, rien. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Même chez lui-même, commencer par Babou. Ok? Et à Daoukro, il n'y a que le président Alassane Ouattara qui a pu arranger Daoukro. Qu'est-ce qu'il a fait si ce n'est pas vraiment satisfaire ses propres besoins? Alors, vous voyez, quand des gens comme ça viennent pour pouvoir vouloir briguer le poste, dites-vous qu'ils n'en ont rien à foutre de la Côte d'Ivoire, c'est simplement pour que le groupe de personnes qui les entourent puissent jouir du plaisir du pouvoir et de toutes ses prérogatives. Bon, quand on voit le petit gros Guillaume, lui, c'est parce qu'il est tombé dans la soupe, et depuis qu'il est dans la soupe, cette soupe, il dit non, il faut que je retourne parce qu'elle a tombé dans la soupe. Ce que c'est que les quatre coins de la Côte d'Ivoire, il ne sait pas. Ouais. Vous comprenez? Alors donc, c'est pour dire que vraiment, ils ne peuvent que passer par ce boycott de machin, pensant que c'est quand on est au sommet électoral, de la commission électorale, qu'on peut avoir toutes les manettes pour manipuler. Je dis bien manipuler, parce qu'ils savent que, comme ils n'ont pas de possibilité avec la population, en ayant les manettes, ils peuvent effectivement échanger les données pour pouvoir proclamer. Voilà pourquoi ils tiennent à tenir ce volant. Comme ça, ils auront la direction. Mais se battre honnêtement et judicieusement, ils ne le peuvent pas. Ils savent qu'ils sont battus d'avance parce qu'ils n'ont pas travaillé pour. Son Guillaume n'a pas de parti. Donc, il n'a aucune représentation dans la politique. Allô? Oui, on vous écoute, doyen, on vous suit. Oui, il n'a la population. Hein? Et puis, avec l'image qui a écorché, avec l'acte qu'il a commis depuis qu'on l'a connu, ça a écorché son image. Ça a écorché son image. Donc, sur quoi il peut se reposer pour dire qu'il va conquérir les 322 000 km². Blaguer les gens, il est parti déposer 2 tonnes de ciment qui sont en train de durcir là-bas comme la pierre. Il n'a même pas pu construire quoi que ce soit. Et c'est un gars comme ça sur qui on doit compter pour construire la Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui n'est même pas capable de construire un village ou bien une école dans un village. Même faire que dont